Je suis un grand sympathisant du Feng Shui. Je suis ce qu'on appelle une victime heureuse du Feng Shui. Donc, je vais vous parler très rapidement un petit peu de mon histoire. Quand mon épouse a commencé il y a quelques années à se lancer dans l'aventure Feng Shui, en grand pragmatique que je suis, j'ai regardé ça d'un œil un peu distant. Je me suis dit, bon, c'est mon épouse, je l'aime, je vais l'accompagner, mais avec une certaine retenue. Et surtout, j'étais très dubitatif sur l'apport que pouvait apporter le Feng Shui. Là, au moment où je vous parle, j'en suis à 12 réaménagements de notre maison. Puisque autour des 12 réaménagements de la maison, ça peut faire peur, hein, mais rassurez-vous, on a testé pas mal de choses. On a testé pas mal de choses parce que très rapidement, quand mon épouse s'est lancée dans l'analyse du Feng Shui et dans la découverte du Feng Shui, on s'est aperçu en fait que c'était un art, une science, même une science expérimentale, basée sur l'observation. Et on s'est dit que le meilleur moyen de pouvoir profiter de ces observations, c'était de le faire nous-mêmes. Bilan, on a dû déplacer une cuisine, on a dû déplacer pas mal de choses. Et aujourd'hui, on s'est fait une conviction autour de tout ce qu'on a pu découvrir et de tout ce que les autres ont découvert pour nous par le passé, autour de la pratique du Feng Shui. Et on est venu ici vous présenter et vous parler un petit peu de ce qu'est le Feng Shui au sens traditionnel du terme, au sens pratique ancestrale et millénaire. Donc le principe de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui, c'est une petite demi-heure où on vous présente les fondements du Feng Shui, comment on fait une analyse Feng Shui, et ensuite on vous laissera libre cours pour pouvoir interagir, mais si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, n'hésitez pas à nous arrêter tout de suite. Ne restez pas sur quelque chose éventuellement d'incompris. Le Feng Shui, c'est d'abord une pensée chinoise. Quand je dis que c'est millénaire, c'est vraiment très ancien, ça a longtemps été réservé à la haute société chinoise. C'est par l'histoire de Chine dans laquelle on ne va pas rentrer, mais on pourrait vous le faire lors d'une autre conférence, ça prendra beaucoup trop de temps, que le Feng Shui a commencé à se démocratiser et à rentrer un petit peu dans toutes les sphères en fait, de la société chinoise. Il faut attendre le XXe siècle pour que les Chinois, qui sont très pragmatiques, voient derrière la pratique du Feng Shui une opportunité en fait, commerciale et donc commencent à diffuser en fait, on va dire, une forme de connaissance autour du Feng Shui, mais très limitée, de façon à vendre notamment des produits dérivés. Pour autant, avant de lâcher leurs secrets, ils mettent toujours un petit peu de temps. Et c'est très compliqué de pouvoir les percer. Le Feng Shui, c'est quoi? C'est l'étude de la nature, basée sur l'observation, à la fois dans le temps, et tous les moyens qu'on peut développer et déployer pour essayer de maintenir en harmonie les différents éléments qu'on peut constater. En Chine, il y a 3 éléments principaux. Le ciel, l'homme et la terre. Je vais passer au slide suivant. On a essayé de simplifier et de rendre compte un petit peu de ce que ça pouvait être. La Terre, c'est pas difficile à comprendre, ça nous parle tous. C'est bien évidemment notre planète, mais aussi notre lieu d'habitation. Le Feng Shui, de par son observation, va déterminer en fait des zones qui sont constantes et qui sont les mêmes partout. Et ce n'est pas forcément lié à l'orientation, c'est lié à la structure et à la façon dont est positionné l'habitat. L'art du Feng Shui se situe d'abord là. Ensuite, je saute l'homme, je vais directement au ciel. C'est une notion un petit peu plus difficile à comprendre parce qu'elle est enclin à pas mal de métaphores. Qu'est-ce qu'entendent les Chinois quand ils parlent du ciel? Ils entendent derrière l'énergie vitale qui vous est donnée dès votre naissance et qui vient en fait vous alimenter toute votre vie et vous permettre soit de vous sentir bien quelque part, soit de bien interagir avec quelqu'un, soit tout simplement de vous épanouir dans certains domaines. Ils l'ont matérialisé, on va le détailler juste après pour essayer de comprendre un petit peu plus autour de notions et autour de 5 éléments. C'est pour faciliter la compréhension autour de ce chi, de cette énergie vitale en fait. Mais c'est en gros ce qu'on vous a donné à la naissance et ce qui vous a été donné en fonction de votre date de naissance, de votre lieu de naissance et de votre heure de naissance. Et l'homme, c'est le libre arbitre. On est tous libres de choisir. On est tous libres de choisir d'avoir envie de faire quelque chose ou pas, on est tous libres d'arbitrer. Et c'est ça qui va faire la différence entre un homme qui a envie de forcer son destin et un homme qui n'a pas forcément envie ou qui n'a pas besoin. J'ai anticipé un petit peu sur le deuxième slide, j'en suis désolé. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, ce que je vous disais tout à l'heure, on va passer tout de suite à la slide de... Ah non, pardon, je reste sur cette slide. Pour illustrer un petit peu ce que je vous disais, et pour utiliser les bons noms, la partie ciel, notre patrimoine énergétique qui nous est donné à la naissance, c'est ce qu'on appelle le Bazai, ou le Bazi. Je le prononce mal, je parle pas chinois. Le Bazi, on va rentrer dans le détail, c'est vraiment une analyse détaillée de ce que nous sommes, et c'est ce qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. C'est ce qui va nous permettre, et c'est pour ça que c'est lié, de faire preuve d'un libre arbitre.
et de choisir les orientations qu'on a envie de choisir, consciemment ou inconsciemment. Pour terminer, le Feng Shui qui se situe au niveau de la Terre, on y a associé la géobiologie parce que dans notre pratique, on est conscient que le Feng Shui ne résout pas tous les problèmes et n'est pas là d'ailleurs pour résoudre tous les problèmes. Il y a des solutions qui sont proposées par le Feng Shui, mais ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une fin en soi. Il y a aussi d'autres matières qui apportent un complément. Typiquement, nous, dans notre vie à nous de tous les jours, on a aussi complété en fait notre analyse et nos dispositions avec la géobiologie, car on s'est rendu compte que sans la géobiologie, le complément n'était pas suffisant. Le Bazi, c'est quoi? Quand on rentre dans le détail, vous ne focalisez pas trop sur le tableau, c'est pour donner un exemple en fait. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que tous autant qu'on est, dans la conception de la métaphysique chinoise, au moment où on est, à l'heure où on est, on nous attribue un certain nombre d'atouts, et aussi de défauts, entre guillemets, puisque c'est comme ça que ça marche, et de manques, et que le fait d'avoir la connaissance de ces manques peut nous aider dans les actions qu'on peut prendre au quotidien. Il faut savoir aussi que ça ne s'arrête pas là. Ce patrimoine énergétique va aussi nous guider toute notre vie. En métaphysique chinoise, et ce n'est pas de la voyance, ils sont capables de déterminer dans les grandes lignes ce que sera votre vie, ce que seront vos choix par rapport à votre matrice énergétique. Par exemple, aujourd'hui, là sur le stand, on a quelques exemples. On peut produire des calendriers grâce au Bazi qui vont vous dire à quel moment de la journée il y a des moments favorables pour décider, il y a des moments favorables pour ne rien faire, il y a des moments favorables pour surtout ne pas créer de relation avec l'externe, car il y a des risques de clash et autres. Et ça tous les ans, et de façon répétitive, car ce sont des cycles. Ce sont des cycles, et je le répète, qui sont basés sur l'expérimentation et l'observation. Ils ne l'ont pas sorti d'un chapeau, la Chine est très pragmatique. Je vais bien avancer. En termes, nous, le choix étymologique qu'on a, pas étymologique, mais dialectique qu'on a choisi de garder, en fait, c'est que ce chi, c'est notre ADN énergétique. C'est ce qui fait en fait que demain, on va savoir quelle orientation, avec quelle personne on va se sentir mieux et quelle personne on va se sentir moins bien. Donc, on va vous donner un exemple tout à l'heure de ce qui peut être représenté. Ce qu'il faut retenir, c'est que le chi, c'est ce qu'ils appellent le souffle vital, c'est cette fameuse énergie qui est invisible, quoique en physique, ils commencent à découvrir certains aspects en fait, qui pourraient les lier à cette métaphore. Mais bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et cette énergie vitale, ils l'ont subdivisée en 5 éléments. 5 éléments essentiels dans toute la pensée chinoise. L'eau, le bois, le feu, la terre, le métal. Chaque élément, en fait, a une polarité. La polarité yin, plutôt douce, plutôt calme. La polarité yang, plutôt forte. Si on parle de l'élément feu en yang, il faut penser au soleil. Si on parle de l'élément eau en yin, il faut penser petite pluie diffuse, enfin une bruine bretonne. Voilà, pour illustrer un petit peu, et c'est comme ça que ça s'illustre un petit peu aussi. Un feu yin, c'est plutôt un feu de cheminée, un feu tranquille, un feu serein. La matrice énergétique, elle se dessine comme ça. Elle se dessine comme ça avec des proportions. Il n'y a pas de schéma idéal. Le schéma, entre guillemets, qui pourrait être le plus idéal, c'est 20% de chacune des matières pour faire 100 à l'arrêt. Ça n'existe pas. Personne, ou quasiment personne, n'a ce schéma idéal. On a tous des besoins et des manques. Et ça joue, n'oubliez pas, sur 3 dimensions. Ça, c'est notre énergie vitale à nous. Mais ça s'applique aussi sur la période d'une maison. Ça s'applique aussi sur tout ce qui nous environne, tout ce qui est vivant. Du coup, c'est bien les interactions entre ce qu'on est nous, notre chi, notre souffle vital, notre ADN énergétique et le reste, ce qui nous entoure, qui va être important. Si j'illustre un petit peu mon propos, et je vais le faire par rapport à mon métier, puisque je travaille dans un comité de direction, en fait, moi je suis plutôt feu yang, donc le feu qui a besoin de briller, le feu qui a besoin d'exister, qui a besoin de brûler quelque chose. Dans ma matrice énergétique personnelle, je manque plutôt de ce qui va me nourrir, de bois. Du coup, j'ai besoin de me rapprocher des gens qui font du bois pour pouvoir briller et pour pouvoir m'appuyer dessus. Donc seul, je ne peux pas briller. Seul, je ne peux pas épanouir ce que je suis dans mon ADN énergétique. Voilà un petit peu comment ça fonctionne pour illustrer. Donc, quand j'ai des décisions à prendre dans mon métier, je regarde mon petit calendrier personnel, je regarde quels sont les créneaux et les jours favorables, je regarde un petit peu comment se comportent mes voisins pour essayer un petit peu de lire leur ADN, et je vais m'appuyer sur ce qui est favorable pour prendre des décisions au bon moment. Je donne mon exemple, mais il y en a beaucoup qui utilisent, au-delà de la Chine, ces préceptes-là, en fait, et qui n'aiment pas trop le faire savoir. Moi, je ne m'en cache pas, j'assume.
J'assume, j'y croyais pas, maintenant je suis plutôt convaincu parce que ça a montré des résultats me concernant. Pour décoder en fait ce bas de the, en fait, c'est un petit peu ce dans quoi j'étais rentré. Il y a une analyse et puis derrière il y a ce qu'on en fait et ce qu'on peut en faire et ce qu'on a envie d'en faire. Moi je l'ai utilisé pour d'abord me connaître mieux. On a tous l'envie ou la prétention de croire qu'on se connaît parfaitement et qu'on sait comment on réagit dans telle ou telle situation. Moi, ça m'a permis de me connaître, ça m'a permis de comprendre comment je pouvais réagir dans certains cas de figure, et surtout de comprendre comment d'autres réagissaient par rapport à ce que je pouvais faire en interaction avec eux. Donc personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour relativiser un certain nombre de choses. Et pour ne citer qu'un exemple, mon épouse et moi je suis feu yang, je vous l'ai dit, donc un feu qui a besoin de briller. Mon épouse est eau yang, donc une eau qui a besoin d'éteindre le feu. Bon, ça ne nous empêche pas d'être ensemble depuis plusieurs années, même depuis plus de 13 ans, et d'être très heureux, puisque le fait de connaître et de décrypter ça, ça nous a permis de relativiser en fait, et de mieux comprendre pourquoi l'autre agissait comme ça et comment et quel était le besoin de l'autre. Ça nous a permis de mettre des images derrière notre mode de fonctionnement, tout simplement, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire dans notre quotidien. Le dernier point qui est assez important et sur lequel j'aimerais insister, c'est que ça permet d'anticiper nos faiblesses. Ça, c'est très très important parce que en fonction des périodes, et n'oubliez pas qu'il y a toutes les dimensions à chaque fois, en fonction des périodes et en fonction de ce qu'on est, on va avoir des moments où on va être en position de force et des moments où on va ne pas être en position de force. Ce n'est pas lié seulement au physique. Et dans les interactions, ça va nous permettre de nous adapter. Moi aujourd'hui, quand je gère mon équipe par exemple au quotidien, ça m'aide beaucoup de savoir dans quelle période je peux être demandeur, dans quelle période je dois être plutôt en position d'arbitre et là pour calmer les choses et d'aller au-delà de mon trait de caractère et de ma nature pour réussir à mieux accompagner les gens. Tout ça pour vous dire qu'on a fait quand même un gros focus sur le bas de the pour bien comprendre d'où ça vient, mais ça ne s'arrête pas là. Le facteur essentiel et qui nous a permis d'aller plus loin dans ce qu'on faisait, c'est juste qu'on a eu la volonté. Enfin, mon épouse a eu la volonté, et moi, par la force des choses, j'ai eu la volonté de la suivre. Et maintenant, j'ai la même volonté qu'elle. Quand elle me dit ce serait bien qu'on déménage ça et autres, je râle pour rigoler, mais en fait, à l'arrivée, je sais qu'il y a un réel atout et un réel intérêt de le faire. Mais elle vous expliquera pourquoi des fois on bouge des petites choses. Le facteur terre, on va vous le détailler, on va vous dire comment ça marche. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est Cookie, la spécialiste, qui va vous le détailler. Mais le facteur terre, il est loin d'être neutre. Je vous ai parlé de la géobiologie tout à l'heure parce que, et ce n'est pas la seule, on associe pas mal d'autres sciences, ou pas d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas forcément reconnues comme sciences, mais pour autant, il y a des manipulations qui marchent, et moi je me contente déjà de savoir que ça marche pour me les approprier. À partir du moment où ça marche, je n'ai pas besoin forcément de savoir comprendre pourquoi. Le tout, c'est que ça marche et que ça serve. Et la géobiologie, pour moi, c'est typiquement ça. J'ai été bluffé dans certains cas de figure de ma vie de tous les jours où on avait orienté d'un point de vue feng shui correctement en fait, notre lit, notamment par rapport à ma matrice énergétique. Je me levais, j'avais mal au dos, j'ai jamais eu mal au dos de ma vie. Mon Cookie avait fait quelque chose en géobiologie que je ne savais pas. Le lendemain, je me lève, j'ai plus mal. Bon, on m'a fait voir qu'elle avait mis une pierre. Alors on aurait pu croire que c'est l'effet placebo, je ne savais même pas. Je me suis levé, j'ai plus mal, il y a une pierre, effectivement ça dévie. Quand on a oublié de demander à la pierre un service, ça ne marche plus. En fait, j'ai mal au dos, je ne le savais même pas. Bref, j'ai été assez bluffé de voir comment ça marchait. Et on a eu un spécialiste qui est venu chez nous, qui nous a expliqué. Mesdames et messieurs, nous vous informons qu'à 14h30 sur l'espace atelier pratique, vous pourrez retrouver Savon Doux qui vous apprendra à préparer un savon par le procédé de saponification à froid. À 14h30 sur l'espace atelier pratique. Bien, voilà. Et donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas fermé en fait sur une pratique, on n'est pas fermé sur une méthode. Nous, le but du jeu en fait, c'est qu'on se sente tous mieux et c'est bien ce qu'on est en train de rechercher derrière. Donc là, on vous associe la géobiologie parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais il y a d'autres pratiques en fait sur lesquelles on s'inspire et qui sont à mon sens assez porteuses dans tout ce qu'on peut faire. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'une analyse feng shui? Sur quoi ça repose? Est-ce qu'un carillon à l'entrée de ma maison, c'est quelque chose qui va m'apporter et c'est valable pour tout le monde? Est-ce qu'il faut mettre son lit au nord? Est-ce que, enfin, toutes ces questions-là ont pu être diffusées dans la presse, et là pour ça, pour que vous compreniez un petit peu comment on fait et comment on procède, je laisse la parole à madame. Merci pour ton aide. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Il y a des belles énergies dans cette salle, vous m'entendez pas? Rien du tout? Je veux crier encore un petit peu?
votre présence. Je sens bien votre belle énergie qui me permet aussi d'exprimer cette passion. Mon mari vous en a parlé, mais moi je me donnais l'occasion de vous l'exprimer de vive voix. Donc, pour commencer, avant tout, en fait, une analyse feng shui ne se fait pas, comme il a dit, juste en venant faire un petit tour chez vous, boire un petit café, vous proposer de mettre un petit carillon par-ci par-là, une petite grenouille à 3 pattes. Non, pas du tout. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Donc, une analyse feng shui qui dépend vraiment du feng shui traditionnel se passe à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison. Comme vous voyez ici, donc dans une analyse de l'extérieur, en fait, alors peut-être que je vais éloigner un petit peu, je regarde les supports énergétiques de la maison, je regarde les routes, et pour analyser plus tard leur impact sur les énergies des habitants, les lignes à haute tension, qu'on peut aussi analyser au niveau géobiologie également, les activités des bâtiments voisins, parce qu'habiter à côté d'un cimetière ou habiter à côté d'une école, c'est pas du tout la même chose et ça n'a pas du tout le même impact énergétique. Les déchetteries, pareil. Donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, dont l'énergie en fait, elle peut interagir avec les habitants, et les soit trop yang, soit trop yin, et donc ça peut aussi provoquer certains problèmes qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais une fois en fait le praticien du feng shui est présent, il peut éventuellement vous dire pourquoi vous ressentez certaines choses. Donc, pour analyser les secteurs, enfin les supports énergétiques, les Chinois, en fait, ils leur donnent des noms plutôt poétiques. On appelle la tortue, le dragon, le tigre et le phénix. Moi, je préfère donner plutôt des mots plus techniques et qui nous parlent à nous tous. Donc, je regarde d'abord l'arrière de la maison, le derrière de la maison, en fait, dont l'énergie et l'impact, où il est lié directement aux aspects de la santé, de la famille et du soutien et de l'entourage. Une maison qui n'a rien derrière, qui n'a ni maison, ni colline, ni quoi que ce soit, que du plat, ses habitants ils risquent de sentir un manque de soutien, des problèmes de santé, etc. etc. Nous avons aussi le support de gauche. En fait, pour vous dire, j'étais certainement de dos quand j'ai dessiné ce dessin. Donc, on va inverser. Normalement, c'est ce support qui vient là. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de le changer. Donc, le secteur de droite qui doit se trouver ici, c'est le secteur, en fait, qui représente la mère et les aspects relationnels. Je ne saurais pas vous l'expliquer d'une manière en fait scientifique comme on a dit, mais c'est selon les observations depuis des millénaires en fait, les maîtres et les praticiens en feng shui, ils ont décidé que chacun de ces supports énergétiques, il est lié à un domaine particulier. Donc, le secteur de droite qui doit se retrouver ici doit être présent également. Que ce soit une maison, que ce soit un gros rocher, enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait une structure qui envoie une certaine forme d'énergie à la maison. Le secteur de gauche qui doit être là, il doit représenter, c'est lui dont l'énergie impacte le père et les aspects financiers de la maison. Pareil, pour les maisons qui n'ont pas ce support énergétique-là, le support de gauche, l'homme il est souvent absent de cette maison. C'est une observation. Vous pourrez, chacun de vous, peut-être, s'il a quelqu'un dans son entourage où il n'a rien du côté gauche, eh bien, on peut voir que l'homme, il est très rarement à la maison, mais il n'y est pas du tout. Nous avons aussi le support de devant, c'est les projets à venir. C'est une sorte de dégagement avec une petite pente surélevée un petit peu, donc ce que les Chinois ils appellent le phénix. Voilà. Donc, une fois que j'aurai fait le tour de la maison qui prend un petit moment, avec ma boussole, je prends les mesures de l'orientation de la façade qui ne se trouve pas toujours à la porte d'entrée. Donc, je travaille uniquement sur plan. Et le plan, il est fait en fait en respectant l'orientation de la façade dont il est question. C'est pas comme on dit dans certaines formes de feng shui, c'est que la maison elle doit automatiquement, ou la porte d'entrée doit automatiquement être au secteur du nord. C'est faux. Bon. Une fois j'ai le plan, je détermine le secteur énergétique. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un facteur très très important.
c'est le point central de la maison dans lequel les énergies s'accumulent avant de se répartir dans l'ensemble de la pièce. Donc c'est très très important et j'insiste que ce secteur central, il doit être bien dégagé, propre et lumineux, pour que ça permette aux énergies en fait de circuler d'une façon harmonieuse avant de se disperser dans les différentes pièces de la maison. Voilà. Ensuite, en me basant sur les directions de la boussole, je répartis les secteurs de la maison en 8 secteurs cardinaux, comme vous voyez ici, du nord jusqu'au nord-ouest. Ensuite, nous allons voir ce que certains parmi vous connaissent et reconnaissent peut-être, c'est le bagua, dessiné autrement sur le plan. La forme du feng shui moderne, en fait, elle parle uniquement de ce niveau d'analyse, en fait, et malheureusement n'est pas du tout suffisant parce que vous allez voir, en fait, qu'il vient se superposer avec plusieurs d'autres analyses. Donc, il est vrai que le secteur nord, en fait, il représente tout ce qui est carrière. Le nord-est, c'est les savoirs et l'éducation. L'est, c'est la santé et la famille. Le sud-est, c'est la prospérité. Le sud, c'est la renommée et la reconnaissance. Le sud-ouest, c'est l'amour et les relations. L'ouest, c'est l'enfant et les réalisations. Le nord-ouest, c'est les moteurs et les aides extérieures. Vous voyez ici, en fait, ils ont chacun une couleur particulière. C'est une couleur qui est liée, en fait, à un des 5 éléments que vous avez déjà entendu. Donc, on a l'élément eau, terre, bois, feu, terre, métal et métal. C'est un niveau, en fait, numéro 1, sur lequel je me baserai pour la suite de l'analyse. C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, suite à ça, on détermine en fait les bons secteurs et les mauvais secteurs de la maison. Il n'y a pas bon ou mauvais dans le sens qu'on l'entend, c'est juste en fait que selon l'orientation de la maison, elle me permet de déterminer aussi son empreinte énergétique à elle, comme vous avez vu tout à l'heure. Nous les humains, nous avons notre empreinte énergétique et notre capital énergétique. Et bien, en fonction de la direction de la maison, je détermine aussi son empreinte énergétique à elle qui me permet en fait de déterminer les secteurs favorables et les secteurs défavorables. Vous verrez dans l'analyse que ces secteurs-là, ils sont largement neutralisables. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que dans quelques instants, sur l'espace atelier pratique, vous pourrez retrouver Savon d'eau qui vous apprendra à préparer votre savon par saponification à froid. Dans quelques instants, sur l'espace atelier pratique. Ça doit être du savon feng shui, ça. Donc, comme vous le voyez ici, dans ce cas précis, nous avons le secteur nord, le secteur est, sud-est et sud qui sont défavorables. Donc, on verra plus tard comment on fait pour les neutraliser. Et ça existe partout, dans chaque endroit, que ce soit une maison, une entreprise, peu importe. Nous trouverons toujours un bon endroit, enfin 4 bons secteurs et 4 mauvais secteurs. Et chacun est lié à un aspect particulier de la vie, la santé, les relations, et ainsi de suite. Bien. Alors, l'analyse niveau 3, en fait, maintenant j'analyse les différentes énergies des occupants avec celles de la maison. Comme vous voyez ici, en fait, les 4 secteurs négatifs, ils sont en noir. Les bons secteurs, je les ai laissés en blanc. Et vous voyez ici, pareil, sur le même principe, en fait, il y a 4 personnes dans cette maison. Donc, les petits rangs noirs, ça veut dire que ces secteurs-là, ils ne sont pas bons à ces personnes-là. Les secteurs qui sont en rouge, c'est des secteurs favorables à la personne. Les secteurs qui sont en blanc, c'est des secteurs neutres. Donc, nous sommes déjà à un niveau d'analyse qui nous permet de voir où est-ce que éventuellement je peux placer les personnes. Mais il est encore trop tôt parce qu'il y a d'autres niveaux énergétiques qui viennent se superposer pour nous donner aussi une autre explication. Voilà, donc nous y sommes, ce sont les énergies spatio-temporelles. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'il s'agit en fait des énergies qui se sont accumulées dans la maison depuis la date de construction, ou plutôt depuis la fin de la construction. Dès que nous avons fermé le toit, les énergies se sont installées. Donc ce sont les énergies permanentes auxquelles d'autres énergies annuelles qui viennent s'ajouter. Parce que comme tout est changement, les énergies aussi elles changent, elles évoluent et elles suivent le temps. Donc voilà, pour cet exemple, nous avons en fait la répartition des énergies spatio-temporelles comme vous le voyez ici. Suivant.
après analyse de ces énergies-là, plus les énergies de la maison que nous avons déjà vues, plus les énergies des secteurs du Bagua que nous avons vues aussi, qui sont liées aux différents aspects de la vie, plus les interactions énergétiques des personnes en elles-mêmes, nous sommes déjà à 7 niveaux d'analyse. Donc pour chaque secteur, j'analyse 7 fois ces interactions-là pour sortir en fait avec un résultat. Et c'est ça qui nous fait un petit peu le résumé de ce qui sera proposé en fait à la personne. Finalement, comme vous voyez, eh bien, on ne trouve pas forcément l'élément eau au nord, c'est-à-dire la couleur bleue, ou l'élément feu au sud, comme la couleur rouge. Finalement, en fait, dans ce cas typique, on trouve que le nord-est, en fait, il aurait proposé d'introduire l'élément bois pour équilibrer en fait les énergies. Ici, c'est le feu, le métal. J'ai mis une petite étoile parce que, en fait, dans ce secteur et celui-ci, en fait, l'énergie, elle est tellement nocive, en fait, qu'on sera obligé de la neutraliser par certains moyens, comme la cure de sel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous l'expliquerai au stand parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et donc, après avoir fait cette analyse-là, on passe maintenant à la neutralisation des mauvais secteurs, comme je vous ai dit. Et c'est pas par une baguette magique, c'est en installant en fait des objets, tout simplement, c'est pas des gris-gris, c'est des objets que vous avez chez vous, ce sont des éléments en fait, tout simplement. Ici, un objet en bois, ici pareil, ça peut être une plante, ça peut être un livre, ça peut être, en tout cas, il faut que ça représente l'élément bois. Ici, c'est l'objet en terre, et ici, un objet en métal. Donc, et ça, c'est uniquement en fait spécifique à cette maison-là, ce qui peut être très différent chez vous. On passe ensuite à l'orientation, l'emplacement. Maintenant que nous avons vu les bons secteurs et les mauvais secteurs, avec les énergies de chacun, en fait, on passe maintenant à l'emplacement des personnes. Vous avez vu, en fait, ici avant c'était la chambre des parents, ici c'était la chambre des enfants. Mais finalement, en fait, selon l'analyse, nous avons vu que les parents, finalement, le meilleur endroit pour qu'ils dorment, c'est ici. Et puis, selon les énergies des enfants, nous avons réparti, en fait, les deux. Donc, l'enfant D, il dormira ici, et l'enfant C, il dormira ici. Nous avons aussi pris en compte leur bonne direction, et comme vous le voyez, chacun est orienté vers la direction qui lui est favorable. Le couple étant de 2 groupes énergétiques différents, donc il y en a un qui va dormir droit et d'autres avec l'oreiller légèrement décalé. Ça n'empêche pas de bien dormir. On passe à un autre niveau de précision assez particulier et très très précis. Donc je découpe en fait le secteur, le plan de la maison en petits secteurs de 5 degrés. Ce qui nous fait à peine en fait 50 cm au mur. Ce sont des secteurs qu'on appelle en bois, c'est des secteurs en fait qui sont en forte résonance avec la maison. C'est ces secteurs-là où on va placer les objets qui vont nous permettre en fait d'équilibrer les énergies. Comme vous avez vu tout à l'heure, en fait, l'objet en bois, l'objet en terre, peu importe. On peut aussi placer, si c'est possible, la chaise du bureau, la tête de lit, si la disposition nous le permet, parce que ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ces secteurs-là, pour les avoir essayés maintes et maintes fois chez moi, ça marche très bien, ils sont en forte vibration avec les énergies de la maison. Et les énergies annuelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, ce sont des énergies qui sont à l'image des énergies spatio-temporelles que vous avez vues tout à l'heure, sauf qu'elles sont en fait libres dans l'espace et elles se baladent en fait chaque année. L'énergie qu'on peut trouver au sud, l'année prochaine on peut la trouver à l'ouest ou au nord-est, ou peu importe en fait. Donc voilà, il y a un processus de changement, comme dans toute forme de vie, dans toute forme d'existence, un début et un fin à tout. Et donc ces énergies annuelles, pareil, en fait, ils ont un cycle. Et chaque année, nous sommes amenés aussi à expliquer à nos clients le changement énergétique en fait de ces énergies-là et leur donner aussi, en cas de besoin, les conseils qu'il faut pour les équilibrer également. Eh bien, ça a été rapide. C'est un record. Normalement, on met une pièce, on peut parler pendant 2 heures. Je
pensais pas qu'on le tiendrait, le timing, mais c'est un record. Voilà, donc c'est juste pour vous dire en fait que le Feng Shui, ce n'est pas la baguette magique qui, avec un petit coup, ma visite, et puis ça y est, la vie est belle, tout va bien. Non, eh bien tout simplement parce que selon la pensée chinoise à laquelle je crois beaucoup, si en fait on n'équilibre pas ces trois facteurs, on ne peut pas espérer grand-chose du Feng Shui. Il peut équilibrer les choses d'une façon momentanée, d'une façon occasionnelle, mais ça va stagner. Si on n'a pas équilibré aussi notre propre énergie à nous, comme vous avez vu tout à l'heure, en fait, si on manque d'éléments métal, il va falloir qu'on puisse l'activer, et ça peut arriver, ça se trouve, et c'est tout à fait possible. Je vais donner juste un exemple d'élément métal, mais ça peut être autre chose, comme il a dit tout à l'heure mon mari, qui manque de plein de choses. Il nous a raconté sa vie, on verra. Donc voilà, si on n'a pas équilibré ces trois facteurs, et si nous-mêmes, en fait, avec notre libre arbitre, on n'est pas convaincu de ce qu'on veut faire et on n'a pas envie de changer les choses dans notre vie, le Feng Shui aura un effet très momentané sur vous. Et vous allez dire, mince, cette dame-là qu'on a fait venir, on l'a payée pour rien parce que ça a marché juste un moment et puis après plus rien. Eh bien, je suis désolée, il faut penser à ces trois choses. Voilà. Donc, c'est une philosophie qui mérite d'être étudiée et comprise, même si on n'est pas obligé d'y adhérer, mais au moins lui accorder le temps qu'il faut en fait pour comprendre pourquoi les Chinois en fait, ils ont atteint un certain niveau de bien-être. Ils ne connaissent pas la crise économique, ou très peu. J'entends pas à l'instant, j'entends pas en fait de Chinois qui se plaignent en fait de la crise économique. Donc voilà, eux, ça fait partie de leur état d'être, ça fait partie de leur culture. Ils savent s'adapter aussi aux situations et au temps. Donc, et c'est pas qu'à eux en fait qu'on doit, comment dire, je réfléchis en chinois. Donc, mais tout simplement, c'est pour dire en fait que le Feng Shui, c'est un art universel, ce n'est pas parce que les Chinois l'utilisent, il faut qu'on le voit comme tel en fait. Donc voilà, tout un chacun le droit, et je m'encourage à utiliser le Feng Shui comme art de vivre. Croyez-moi, ça donne des résultats. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. De passer aux questions-réponses, et plutôt que de faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est à chacun pose sa question, enfin bref. Moi ce que je vous propose, c'est en groupe quelques questions, en fait, on se les note au paperboard et puis on y répond d'un coup. À vous de jouer maintenant. Il aura fait peur. Oui. Juste comment, je démarre juste c'est peut-être le cas de dire, comment savoir si on est plutôt yin, plutôt yang et sur quel élément on est plus orienté. Comment connaître sa matrice énergétique? Exactement. Son ADN énergétique. Elles sont différentes selon les maisons. Donc, quel est le critère qui permet de déterminer ça? Okay. C'est l'acquisition de la maison, enfin la création de la maison. Comment on détermine en fait les zones favorables et défavorables? Ok? Comment neutraliser des zones défavorables? Comment neutraliser des zones défavorables? On va y répondre. D'autres questions? Moi, c'est le couple, quand les orientations sont opposées, on fait comment? C'est le meilleur moment de la vie. C'est notre cas. D'autres questions? Où se place l'énergie argent? Où se place l'énergie argent? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique pour l'argent? Ok. Est-ce bien d'habiter dans la maison de ses ancêtres?
Ok. Sur l'analyse de l'extérieur de la maison, s'il y a des choses qui sont pas bonnes, comment on peut y remédier? Comment on peut pallier à ces manques? Les palliatifs au manque extérieur. Les manques ou les énergies mauvaises, parce qu'il y a une différence en fait. Ok. Comment arrêter les ondes électromagnétiques de l'extérieur? Comment arrêter les ondes électromagnétiques de l'extérieur? D'autres questions? C'est déjà pas mal, là, remarquez. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions? On peut attaquer? Je prends pas le micro parce que j'aime pas avoir un micro, puis je pense que tout le monde m'entend là en fait sans micro. Je le mets tellement loin, de toute manière, ça sert à rien. Ça va juste à tenir. On va pas le prendre dans l'ordre. Je vais juste répéter un petit peu ce que Pouki a dit au départ pour qu'on ait bien en tête la métaphore qu'on pourra faire autour d'une habitation qui a une bonne assise. Il faut imaginer votre maison dans un fauteuil. Fauteuil bien confortable. Fauteuil bien confortable, globalement, il y a un dossier qui est suffisamment solide et robuste pour supporter surtout mon poids. Donc ça, c'est un premier élément important en fait pour qu'on soit à l'aise. Et puis généralement, on nous met des petits dossiers pour les bras, plus petits, en fait, pour se sentir plus relaxé, être en posture de pouvoir se relâcher. Maison, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si on prend la métaphore, le schéma que vous avez voir Pouki tout à l'heure, c'est bien en fait d'avoir un support derrière pour bien vous sentir en fait, et d'être en mesure de pouvoir relâcher en fait l'édifice de la maison et pouvoir le contourner. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que quand on parle en fait derrière des manques énergétiques de l'extérieur, il est vrai que ces facteurs essentiels vont peser à peu près 70% du feng shui de votre maison. Donc si à la base vous êtes sur un tabouret, vous tiendrez, et ça je vous mets ma main au feu, beaucoup moins longtemps que sur un fauteuil confortable. C'est pareil pour votre maison. C'est pareil pour votre maison. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ferme et définitif. Bien évidemment, on n'est pas en train de dire toutes les maisons qui n'ont pas une assise dans le dos ou une assise sur les côtés, il ne faut pas y habiter, il faut y aller. Ce n'est pas le principe. Pour les remèdes spécifiques, c'est mon épouse qui va prendre le relais. Mais le principe qu'il faut avoir en tête, c'est celui-ci. Et si on n'a pas ça, en fait, il faut aller chercher en fait, ces supports ailleurs. Donc pour les supports, le manque des supports énergétiques externes, en fait, dans la plupart des cas, ce n'est... Oui, je parle au micro. J'ai une petite voix, moi. Alors pour le manque des supports énergétiques externes, en fait, dans la plupart des cas, comme j'allais dire, on n'a pas de remède concret à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas toujours en fait déplacer des rochers pour faire une petite montagne, une petite colline derrière. Des fois, on a la chance en fait que le terrain qui était libre derrière en fait sera construit dans peu d'années, et puis vous verrez aussi que votre vie, il y a un changement qui arrive en fait dans votre vie depuis que vous avez ce soutien derrière, en fait la maison qui vient de se construire. Des fois, on peut éventuellement, si on a les moyens, on peut mettre un petit muret de pierre. Ça peut arriver là en région plus ou moins rurale. En fait, c'est facile en tout cas de construire un petit muret qui peut combler. Il ne peut pas remplacer entièrement en fait une énergie manquante qui pèse son poids au niveau même de l'univers externe d'une habitation. Mais en tout cas, elle peut compenser en faisant un petit muret, une petite haie. C'est toujours mieux que rien. Après, ce qu'on peut faire quand on n'a vraiment pas les moyens de faire grand-chose à l'extérieur, c'est qu'on essaye en fait de pallier à ça à l'intérieur de la maison. Et dans ce cas-là, en fait, on oriente la personne vers une direction précise. Parce que comme vous avez vu, il y a 4 bonnes directions et 4 mauvaises, mais chaque direction, en fait, elle a un impact particulier. Donc il y a une des énergies, en fait, qui touche la santé, une autre qui touche les relations, l'amour, le voisinage, etc. Une autre qui touche les aspects carrière, et une autre, en fait, qui touche l'aspect plus ou moins financier, abondance, prospérité et tout ça.
Donc si par exemple c'est le secteur de derrière en fait qui manque, c'est le secteur qui touche plutôt le soutien de l'extérieur, comme j'ai dit, la santé, et bien on va orienter la personne en fait vers la direction, il vaut mieux que ça soit son lit parce que c'est l'endroit dans lequel elle passe le plus de temps. Dans ce cas-là, j'orienterai la personne en fait vers sa bonne direction de la bonne santé. Et puis, je choisirai aussi un autre endroit dans lequel elle reste plus souvent, peut-être l'orientation de la télé, peut-être l'orientation de son bureau, vers l'endroit qui va en fait activer l'énergie de ses relations. Voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on peut pallier au manque des supports énergétiques externes. Alors, pour les ondes électromagnétiques, il s'agit bien de la géobiologie, non pas du feng shui. C'est pour cela en fait qu'on travaille avec les deux, parce que des fois on ne peut pas s'arrêter juste à ce niveau-là. Donc, avec des appareils de géobiologie, on peut aussi détecter ces nocivités venant du champ électromagnétique, et dans ce cas-là, en fait, on y pallie. Pas en déviant les énergies, parce que dans ce cas-là, on la renvoie vers les voisins ou vers la chambre des enfants sans faire attention. Mais nous, en fait, on travaille essentiellement avec la radionique, c'est-à-dire avec l'influence des formes. Voilà. Une fois un endroit de nuisance électromagnétique est détecté, donc on propose à la personne d'utiliser en fait un heptagone, un carré avec un triangle dedans. Ne me demandez pas pourquoi ni comment. Ce sont pareil, c'est toujours en fait c'est basé sur l'observation et l'expérimentation. Ce que je peux vous dire, c'est au niveau de la physique et de la mathématique en fait. Cette émission de forme particulière, en tout cas, elle arrive à redresser les ondes électromagnétiques qui forment un certain blocage. Et ça se mesure. Tout à fait. Pour information, sur la radionique, on est en relation avec la Bolivie, puisqu'on a eu la chance de pouvoir aller en Bolivie récemment pour aller faire des conférences sur le Feng Shui. Et on a rencontré l'Institut national de géobiologie, qui a fait des mesures sur Cochabamba, qui est une ville bolivienne qui a eu son importance dans l'histoire et qui est en train de la perdre, où ils ont fait des mesures en fait autour des nuisances en fait en géobiologie, parce qu'eux aussi se refusent d'utiliser le cuivre pour dévier en fait les ondes électromagnétiques, car en fait la déviance par le cuivre renvoie le mal ailleurs. Donc le but du jeu n'étant pas de faire mal à ses voisins ou de créer des problèmes aux voisins, le but du jeu étant d'essayer de les dévier, ils en sont arrivés à l'utilisation de minerais. Et en demandant à des minerais de dévier, c'est bluffant. Moi, j'en reviens pas. J'étais le premier scotché à ce sujet, mais le premier bluffant.